Dans l'immensité des univers DC et Marvel, certains héros brillent sous les projecteurs, mais d'autres, pourtant incroyables, restent dans l'ombre. Des personnages puissants, fascinants, tragiques ou tout simplement uniques, mais que le grand public ignore trop souvent. Aujourd'hui, on part ensemble à la rencontre de 12 héros injustement sous-estimés, 12 destins que l'histoire n'a pas mis en avant, mais qui méritent largement leur place parmi les plus grands. Dans cette partie 1, nous allons en découvrir 6 héros qui, malgré leur absence de gloire médiatique, ont prouvé qu'ils avaient bien plus que ce que leur réputation laisse croire. Alors installez-vous bien, car ce voyage dans les coulisses de l'héroïsme commence maintenant. Mais bien sûr, juste avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de booster. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1. Jakeem Thunder, l'éclair des souhaits. Jakeem Thunder est un personnage fascinant de l'univers DC Comics, souvent sous-estimé malgré le pouvoir colossal qu'il détient entre ses mains. Né Jakeem Johnny Williams, il grandit dans les rues de Keystone City, une ville marquée par la présence du super-héros The Flash, Jay Garrick. Jakeem est un adolescent au tempérament vif, souvent sarcastique, mais au fond doté d'un grand cœur et d'un sens de la justice qui ne demande qu'à s'exprimer. Les débuts d'un héros inattendu. L'histoire de Jakeem commence véritablement lorsqu'il entre en possession d'un mystérieux stylo magique, un artefact ancien renfermant le tonnerre rose, ou plus précisément, l'entité appelée Is, un Thunderbolt. C'est une créature magique de la 5e dimension, capable de réaliser presque n'importe quel vœu. Ce stylo appartenait autrefois à Johnny Thunder, un héros de l'âge d'or membre de la Justice Society of America, la JSA. Lorsqu'il découvre le pouvoir du stylo, Jakeem est d'abord dépassé. Il ne comprend pas la portée des souhaits qu'il formule, ni les conséquences que ses paroles peuvent avoir. En prononçant par hasard le mot magique « So call me Mr. Thunder », il libère Is, et les deux forment alors un duo aussi improbable que puissant. Au début, Jakeem utilise le Thunderbolt de manière maladroite, souvent pour impressionner ou se sortir de situations dangereuses. Mais rapidement, il attire l'attention de la Justice Society qui reconnaît en lui le successeur légitime de Johnny Thunder. Bien que jeune et parfois insolent, Jakeem fait preuve d'un courage et d'une intelligence surprenante. Sous la tutelle de héros expérimentés comme Alan Scott, Green Lantern, Jay Garrick, Flash ou Shazam, il apprend à contrôler ses souhaits et à utiliser le pouvoir du Thunderbolt avec responsabilité. Le lien entre Jakeem et Is devient peu à peu plus profond. Au-delà d'un simple outil magique, Is devient pour lui un véritable ami, un guide, parfois même une figure paternelle de substitution. Ils affrontent des menaces surnaturelles, des forces magiques déchaînées et même des ennemis du calibre de Black Adam ou de Mordru. Le poids de l'héritage. Jakeem finit par se forger un véritable rôle au sein de la JSA, prouvant que malgré son âge, il a sa place parmi les plus grands. Il hérite non seulement du pouvoir de Johnny Thunder, mais aussi de sa mission, défendre la justice avec un cœur pur et un esprit courageux. Au fil des années, Jakeem mûrit. Il devient non seulement un héros respecté, mais aussi un symbole de la nouvelle génération de protecteurs, capable de concilier l'héritage du passé et la vision de l'avenir. Sa personnalité espiègle cache une détermination farouche à faire le bien, et son lien unique avec une créature magique le place dans une catégorie à part au sein de l'univers DC. Même après les nombreuses crises temporelles et réécritures de la continuité de DC, Jakeem Thunder continue d'apparaître comme un héros d'avenir, un jeune ayant appris à dompter l'un des pouvoirs les plus démesurés du multiverse. Là où d'autres seraient tombés sous le poids d'un tel don, Jakeem en a fait une force, celle de la volonté, du cœur et de l'esprit. Il n'est pas seulement le garçon au stylo magique, il est Jakeem Thunder, le digne héritier du tonnerre. Chapitre 2. Béatrice d'Acosta, alias Fire, les cendres de Brasilia. Sous le soleil brûlant du Brésil, une flamme est née. Béatrice Bonilla d'Acosta, connue plus tard sous le nom de Fire, n'était pas destinée à devenir une super-héroïne. Dans les rues colorées de Brasilia, elle rêvait simplement d'un avenir meilleur, loin de la pauvreté et des inégalités qui marquaient son enfance. Déterminée, ambitieuse et vive d'esprit, Béatrice gravit rapidement les échelons du monde du spectacle, devenant mannequin puis présentatrice de télévision. Mais derrière son sourire éclatant se cachait une femme qui refusait de rester spectatrice des injustices du monde, l'espionne de Brasilia. Avant d'enfiler le costume de Fire, elle fut recrutée par les services secrets brésiliens. Sa beauté et son charisme faisaient d'elle une espionne parfaite, capable d'infiltrer les cercles les plus fermés sans éveiller le moindre soupçon.
C'est au cours d'une mission gouvernementale qu'elle entra en contact avec une expérience expérimentale impliquant des énergies volcaniques et de la pyroplasmie, une source d'énergie rare et instable. Lorsque l'expérience tourna à la catastrophe, Béatrice fut exposée à l'explosion. Son corps se transforma littéralement. La chaleur qui aurait dû la consumer se mêla à son essence même. Elle devint vivante flamme, une femme de feu capable de projeter, modeler et même devenir une braise d'énergie verte surnaturelle. Ce jour-là, Béatrice d'Acosta mourut pour renaître en Fire. Au début, le feu était une malédiction. La transformation lui faisait perdre le contrôle, brûlant tout autour d'elle, mais avec le temps, elle apprit à dompter cette puissance. Elle rejoignit les rangs de la Global Guardian, une équipe internationale de héros. Là, elle trouva une famille, mais aussi un combat commun, protéger le monde des menaces globales que les héros américains ignoraient souvent. Mais la véritable ascension de Fire arriva lorsqu'elle fut recrutée par Maxwell Lord pour intégrer la Justice League Internationale, la JLI, aux côtés de Booster Gold, Blue Beetle, Martian Manhunter et de son ami inséparable Ice, Tora Olafsdottir. Fire apporta à l'équipe son tempérament explosif, son humour cinglant et sa passion brûlante. Ensemble, elles formèrent un duo aussi contrasté que complémentaire, la chaleur du Brésil et la pureté glaciale de la Norvège. Mais toute lumière projette son ombre. Lorsque Tora fut tuée lors d'une mission, le cœur de Béatrice s'effondra. La flamme qui la définissait devint colère et désespoir. Rongée par la douleur, elle perdit foi en la Justice League et s'éloigna du monde héroïque. Le feu en elle brûlait plus fort que jamais, mais il n'éclairait plus rien. Il consumait. Pendant cette période sombre, Fire opéra dans l'ombre, travaillant parfois avec des agences gouvernementales et des opérations secrètes. Elle se fit espionner à nouveau, manipulée, utilisée, mais jamais brisée. La rage fit place à la résilience, et c'est cette force intérieure qui finit par la ramener vers la lumière. Renaissance du Phénix vert. Lorsque la Justice League se reforma, Béatrice répondit à l'appel, plus mûre, plus puissante. Elle n'était plus simplement la compagne de Ice ou la recrue de Maxwell Lord, elle était une leader. Son feu vert, symbole de l'énergie mystique qui l'a traversée, devint un emblème d'espoir pour une nouvelle génération de héros. Elle fit face à ses démons, aux fantômes de son passé et à la trahison de Maxwell Lord, celui qui avait été son mentor avant de devenir l'un des plus grands manipulateurs de l'univers d'ici. Béatrice choisit de ne plus se laisser dominer par la colère. Elle utiliserait désormais ses flammes pour protéger, pas pour punir. Dès ses débuts, dans les ruelles poussiéreuses de Brasilia jusqu'aux batailles cosmiques de la Justice League, Béatrice d'Acosta a toujours porté le feu du changement en elle. Le feu de la révolte contre l'injustice, le feu de la passion pour ceux qu'elle aime, et surtout le feu de la renaissance, celui qui réduit les cendres en promesse d'un nouveau départ. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle s'élève dans le ciel, enveloppée d'énergie verte et incandescente d'héroïsme, le monde entier se souvient des cendres de Brasilia et naît une flamme que rien ne peut éteindre. Chapitre 3. Garth alias Tempest, le chant des abysses. Dans les profondeurs insondables de l'océan Atlantique, là où la lumière du soleil n'atteint plus les récifs de corail, un enfant est né avec des yeux aussi sombres que la mer et une destinée aussi vaste que les abîmes. Cet enfant s'appelait Garth. Il deviendrait un jour Tempest, le prince déchu et sorcier des mers, l'enfant maudit d'Atlantis. Garth vint au monde au sein d'une tribu atlante appelée Idyliste, connue pour sa sagesse et sa maîtrise des arts mystiques, mais dès sa naissance, il fut marqué d'un signe étrange dans les yeux, la couleur pourpre, symbole d'une ancienne malédiction. Selon les superstitions atlantes, cela annonçait la mort par les glaces éternelles et son peuple le rejeta, craignant qu'il ne soit un présage funeste. Abandonné sur un récif glacé, Garth aurait dû mourir. Pourtant, le destin, ou peut-être les dieux marins, en décidèrent autrement. Recueilli par Arthur Curry, le roi d'Atlantis connu sous le nom d'Aquaman, le jeune garçon trouva une famille et un mentor. Sous la protection du héros des mers, il apprit à nager, à combattre et à comprendre les mystères des océans. Garth devint le premier Aqualad, le protégé loyal d'Aquaman, un jeune héros prêt à tout pour prouver sa valeur. Ensemble, ils combattirent les pirates, les monstres abyssaux et les tyrans marins. Mais dans l'ombre de son mentor, Garth sentait grandir un appel plus profond, une voix venue des abysses, celle de son véritable héritage. Le jour vint où Garth découvrit la vérité sur ses origines. Il n'était pas simplement un Atlante banni. Il appartenait à une lignée d'anciens mystiques, descendants des sorciers de la cité perdue de Shayiris.
Ces anciens Atlantes possédaient la capacité de manipuler la magie des océans, une force plus ancienne que la science Atlante elle-même. Guidé par la prêtresse Atlan, Garth fut initié à la magie des profondeurs. Il apprit à contrôler le courant, à ouvrir des portails vers d'autres dimensions et à invoquer les forces primitives de l'eau et de la glace. Le garçon naïf qu'il était se transforma peu à peu en un mage des mers, un être entre le monde de la chair et celui des esprits marins. Mais le pouvoir a un prix. Chaque sort rapprochait Garth un peu plus de la folie des anciens. Il devait choisir, devenir le nouveau champion d'Atlantis ou se perdre dans les abysses de la magie qu'il venait de libérer. Après des années de doute, Garth adopta un nouveau nom, Tempest. Ce nom symbolisait sa transformation, celle d'un élève devenu maître, d'un acolyte devenu seigneur de son propre destin. Son costume rouge et noir, orné de symboles mystiques, représentait la fusion entre la puissance atlante et la sorcellerie ancienne. Tempest devint un membre essentiel des Teen Titans, où il trouva des amis comme Donnie Troy, Nightwing et Wally West. Mais s'il trouva dans cette équipe une seconde famille, son cœur resta hanté par la mer. Il affronta les pires horreurs des fonds marins, des dieux oubliés, des démons engloutis, et même Slizat, son propre oncle, responsable de la malédiction qui pesait sur sa lignée. Lors de ce combat titanesque, Garth embrassa pleinement sa nature de sorcier des océans. Il scella Slizat dans une prison d'énergie pure, au prix d'une partie de son âme. Depuis ce jour, les vagues chantent son nom, Tempest, le mage des abysses, celui qui avait maîtrisé les flots et leurs ténèbres. Avec le temps, il devint un père, un roi et un gardien de la mer. Mais les océans sont des maîtres jaloux, et même pour un héros, la paix est une illusion fragile. Les abysses murmurent encore son nom, rappelant que tout pouvoir vient avec un écho. Les chants des abysses parlent d'un enfant rejeté, devenu seigneur des tempêtes, d'un élève fidèle devenu plus sage que son maître, et de la mer elle-même qui, à travers Garth, trouva sa voix. Car dans chaque vague qui s'écrase dans les rivages, dans chaque tempête qui éclate au-dessus des flots, on peut encore entendre son serment. Je suis Garth, fils des profondeurs. Je ne crains ni les ténèbres, ni les courants, car je suis le chant des abysses, et la mer parle de moi. Chapitre 4. Jessie Belle Chambers, héritière de la vitesse. Jessie Belle Chambers, plus connue sous le nom de Jessie Quick, est une super-héroïne étroitement liée à l'héritage des speedsters, les coureurs ultra rapides comme la Flash Family. Jessie est née à la fin des années 1980, début 1990. Elle est la fille de Johnny Quick, Johnny Chambers, un speedster de la Golden Age, membre de All-Star Squadron pendant la Seconde Guerre mondiale, et de Liberty Bell, Libby Lawrence, une héroïne patriote avec une force surhumaine activée par la cloche de la liberté, un artefact sonnant pour booster ses pouvoirs. Élevée dans l'ombre de ses parents, elle étudie à l'université et excelle en sciences. Elle obtiendra plus tard un doctorat en physique. Adolescente, elle découvre la formule de vitesse de son père. En la récitant, accrochez-vous bien, 3x2 9yz 4a, rien que ça, elle gagne une super vitesse équivalente à celle de Flash. Contrairement à la Speed Force, source mystique des Flash modernes, les pouvoirs de Johnny Quick viennent d'une équation mathématique qu'il a inventée pour visualiser la vitesse. Par la suite, elle adopte le costume de Quick, inspiré de son père, dans The Flash Volume 2. Initialement, elle aide Wally West, le Flash de l'époque, contre des vilains comme Savitar. Motivée par le désir de prouver sa valeur et de gérer l'entreprise familiale, Jessie équilibre vie de héros et carrière de businesswoman. Par la suite, elle rejoint les Teen Titans et forme un duo dynamique avec Wally West qu'elle considère comme un mentor et frère d'armes. Elle développe une rivalité amicale avec Bart Allen, Kid Flash. Elle intègre aussi les Titans, le groupe adulte, et hérite du manteau de Liberty Bell, sa mère. Dans la Justice Society of America, elle honore l'héritage familial en combinant vitesse et force surhumaine. Jessie souffre du divorce de ses parents. Johnny devient distant, Libby se remarie. Elle gère aussi la pression de succéder à des légendes. Dans un arc clé, elle perd temporairement ses pouvoirs en essayant de booster la formule, la forçant à compter sur son intelligence. Dans The New 52 sorti en 2011-2016, Jessie est une scientifique brillante travaillant pour Star Labs. Elle aide Barry Allen et garde ses pouvoirs via la formule. Elle est moins centrale, mais elle apparaît dans des crossovers. Dans DC Rebirth en 2016, elle reconnecte avec la Speed Force, ses pouvoirs évoluant mélangeant formule et force. Elle devient Liberty Bell 2, avec un costume mis à jour. Dans Flash War en 2018, elle combat contre Zoom et Hunter Zolomon. Elle intègre aussi la Justice League Queer, sous-entendu LGBTQ+, et elle affronte des menaces comme les multivers speedsters. Sa dernière apparition est dans Dark Crisis et Absolute Power en 2024-2025. Elle protège l'héritage des Flash.
Elle devint un symbole de persévérance, de discipline et d'intelligence appliquée à la course éternelle contre le destin. Au final, Jessie Chambers est une fille du temps, une femme de la vitesse et la gardienne du lien entre le passé et l'avenir. Pour elle, la vitesse n'est pas de fuir le temps, c'est l'embrasser seconde après seconde. Chapitre 5. Frank Castle, le Punisher, sang et silence. Il fut un temps où Frank Castle croyait en la justice, en la famille et en l'idée que le bien triomphe toujours. Mais ce temps est mort un après-midi d'été dans un parc sous les balles d'une guerre qu'il n'avait pas choisie. Depuis ce jour, l'homme est tombé et quelque chose d'autre s'est levé à sa place. Quelque chose de froid, implacable et silencieux. Quelque chose qu'on appelle le Punisher. Le soldat avant le monstre. Avant d'être un symbole de terreur dans le monde criminel, Frank Castle était un homme d'honneur. Ancien marine, vétéran des guerres les plus sanglantes, il avait servi son pays avec une loyauté sans faille. Sa carrière militaire fut exemplaire, décoré pour son courage, respecté pour son sens du devoir. Mais derrière le soldat se cachait impérément un mari dévoué, un homme qui voulait simplement offrir à sa famille la paix qu'il n'avait jamais connue au combat. Ce rêve prit fin brutalement. Un jour, alors que Frank, sa femme Maria et leurs 2 enfants profitaient d'un pique-nique à Central Park, il fut témoin d'une exécution entre 2 familles mafieuses. Les criminels paniqués à l'idée d'être découverts ouvrirent le feu. Quand les sirènes arrivèrent, il ne restait plus que Frank, couvert du sang de ceux qu'il aimait. La mort d'un père, la naissance du châtiment. Ce jour-là, Frank Castle mourut. Ce qu'il resta, c'était une arme humaine. Il jura que le monde paierait, pas seulement les assassins de sa famille, mais tous les monstres qui se cachaient derrière les lois et la peur. Revêtant un gilet pare-balles orné d'une tête de crâne blanc, symbole de mort et de justice absolue, Frank devint le Punisher, un homme sans pitié, sans repos, sans remords. Le Punisher n'est pas un héros, il ne sauve pas, il punit. Ses ennemis ne sont pas des extraterrestres ou des dieux, ce sont des hommes, gangsters, trafiquants, politiciens corrompus, violeurs, tueurs. Et face à eux, il n'a ni super pouvoir, ni armure magique, seulement ses armes, sa discipline et une volonté d'acier trempée dans le sang. La nuit, il se déplace comme un fantôme silencieux méthodique. Là où la police échoue, là où la justice ferme les yeux, le Punisher ouvre le feu. Chaque balle, chaque explosion est pour lui un acte sacré, une prière à la mémoire de sa famille. Et dans les ruelles, on murmure son nom comme une malédiction. Au fil des années, il croise des figures emblématiques, Spider-Man, Daredevil, Captain America, Nick Fury. Tous ont tenté de comprendre ou d'arrêter sa croisade sanglante. Certains voient en lui un monstre, d'autres une vérité dérangeante, le reflet extrême de la justice qu'il défend. Daredevil lui dit un jour « Nous sommes ce que tu serais si tu n'avais pas de limite ». Et Frank répondit sans lever les yeux « Non, je suis ce que tu serais si tu perdais ». Ce dialogue résume tout. Là où les héros cherchent à sauver les âmes, lui ne croit plus qu'au châtiment. Le Punisher a affronté les plus grandes organisations criminelles du monde. La Mafia, le cartel, Hydra, le Hand et même des entités mystiques quand la guerre l'y a mené. Il a été capturé, torturé, trahi, tué et toujours il est revenu. Parce que sa mission n'a pas de fin, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Dans certaines versions, il a été le Ghost Rider, le chevalier de la mort, voire un vétéran du multiverse. Mais quelle que soit la forme qu'il prenne, une constante demeure. Frank Castle ne se bat pas pour vivre, il se bat pour que personne d'autre ne revive sa douleur. Avec les années, les rues de New York ont appris à le craindre, mais aussi à le respecter. Dans les coins sombres, les criminels se murmurent des histoires à son sujet, qu'il ne dort jamais, qu'il ne rate jamais, qu'il ressent la mort avant qu'elle n'arrive. Mais ceux qui l'ont vu de près savent la vérité. Derrière le crâne, il n'y a ni colère, ni haine. Il n'y a que silence, celui d'un homme qui a tout perdu et qui continue d'avancer, pas pour lui, mais pour les fantômes qui marchent à ses côtés. Frank Castle n'est pas un héros, il n'a pas de ligue, pas d'acolyte, pas de fin heureuse. Il est le châtiment personnifié, la dernière frontière entre l'ordre et le chaos. Et même quand les rues seront vides, même quand le monde oubliera son nom, le crâne du Punisher restera gravé dans la peur des coupables. Quand le sang coule, le silence tombe, et dans ce silence, je trouve la paix. Chapitre 6. Beta Ray Bill, l'honneur du marteau. Dans les confins les plus lointains du cosmos, bien au-delà des royaumes connus d'Asgard et des mondes des hommes, naît un guerrier d'une noblesse farouche et d'un courage inébranlable. Son nom était Beta Ray Bill, et son histoire, gravée dans le tonnerre et la gloire, est celle d'un étranger jugé digne du marteau d'un dieu. Le champion des Corbinites. Beta Ray Bill n'était pas un Asgardien,
ni même un terrien. Il appartenait à la race des Corbinites, un peuple noble et pacifique dont la civilisation fut anéantie par un cataclysme cosmique commis par la divinité nordique démoniaque Surtur. Forcés d'abandonner leur monde natal, les survivants se mirent en quête d'un nouveau foyer, fuyant à bord d'une immense arche spatiale appelée Scuttlebutt, un vaisseau conscient et fidèle, compagnon de Bill dans sa traversée des étoiles. Pour protéger les siens contre les menaces du vide intersidéral, les scientifiques corbinites transformèrent l'un d'entre eux en guerrier ultime. Ils choisirent Bill. Son corps fut forgé, fusionnant chair et cybernétique, jusqu'à faire de lui un champion vivant, doté d'une force surhumaine, d'une endurance sans égale et d'une âme pure. Mais ce don avait un prix. Il perdit son apparence originelle, devenant une créature au visage monstrueux que même son peuple craignait. Pourtant, il accepta ce fardeau sans haine. Pour lui, l'honneur passait avant la beauté. Alors que le vaisseau de Bill Scuttlebutt détecte un vaisseau entrant, le vaisseau stellaire en route vers Midgard transportant Thor sous son identité mortelle du docteur Donald Blake, mais resté sous forme asgardienne et Sif, un affrontement éclate. Les deux guerriers s'affrontèrent, croyant chacun que l'autre représentait une menace. Et dans ce combat titanesque, le marteau de Mjolnir tomba. Lorsque Bill, épuisé mais victorieux, saisit le marteau légendaire, le tonnerre résonna dans le vide de l'espace. Contre toute attente, le marteau répondit à son appel. Les runes sacrées, gravées par Odin, ne reconnaissaient qu'une seule loi, que celui qui en serait digne possède le pouvoir de Thor. Et en cet instant, Mjolnir déclara Beta Ray Bill digne. Transportés devant Odin, les deux guerriers furent jugés. Thor, humble face à sa défaite, reconnut la valeur de Bill. Odin, impressionné par son courage et sa pureté, choisit de récompenser l'étranger. Pour la première fois de toute l'histoire des dieux, Odin fit forger un second marteau, Stormbreaker, une arme jumelle à Mjolnir, forgée dans les flammes éternelles de Nidavellir. Avec Stormbreaker entre ses mains, Beta Ray Bill devint un champion d'Asgard et le protecteur des Corbinites. Il prêta serment de défendre son peuple et de combattre les forces du mal aux côtés des dieux du tonnerre. Mais le destin de Bill n'était pas celui d'un simple héros. Son honneur, son devoir et sa compassion le menèrent à des sacrifices toujours plus grands. Il affronta Surtur, le démon du feu, Galactus, le dévoreur de mondes, et même des versions corrompues de lui-même, venues d'univers parallèles. Chaque fois, il se battait non pour la gloire, mais pour la vie. Pourtant, dans le silence des étoiles, Bill demeurait seul. Son visage monstrueux, bien qu'honoré par les dieux, lui rappelait chaque jour qu'il était un exilé, un être entre deux mondes, trop humain pour être une machine, trop altéré pour être un homme. Scuttlebutt, son vaisseau intelligent, resta son seul compagne fidèle. Leur lien, fait d'amitié et de loyauté, était le dernier vestige de son humanité. Beta Ray Bill n'a jamais cherché le pouvoir. Il n'a jamais voulu remplacer Thor. Mais dans les moments où le tonnerre se tait et où le ton des dieux devient silence, c'est lui que l'univers appelle. Car il est le symbole de la vertu sans récompense, du courage sans reconnaissance. Il incarne ce que signifie être digne, non par la naissance, mais par le cœur. Dans les chroniques cosmiques, on raconte qu'un jour, lorsque les flammes de Surtur consumeront à nouveau les étoiles, deux marteaux frapperont à l'unisson, celui du dieu et celui de l'étranger. Et dans ce grondement, les dieux eux-mêmes se souviendront que l'honneur ne réside pas dans le sang, mais dans l'âme. Et voici une phrase emblématique de Bill. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un homme, je suis Beta Ray Bill, et tant qu'il me reste une étincelle, nul ne fera plier l'honneur du marteau. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout les amis. Dites-moi en commentaire lequel de ces personnages pour vous mériterait vraiment plus de lumière. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Et on se dit à très bientôt pour la partie 2 et d'autres histoires, car nous avons encore énormément de personnages à explorer. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.